Alors que je regardais la télévision, mon mari est entré en trombe, après que ma belle-mère eut murmuré quelque chose, son visage s'est assombri de rage. Il a crié, « Pourquoi perds-tu ton temps ?» et m'a écrasé la télévision sur la tête. Je saignais et j'appelais à l'aide. On m'a traîné par les cheveux et on m'a jeté dehors. Tremblante, j'ai appelé mon frère, mais lorsqu'il est arrivé, la suite a été plus terrifiante que je n'aurais pu l'imaginer. Je m'appelle Harper Collins, et ce que je m'apprête à partager est une histoire que je n'aurais jamais cru pouvoir raconter un jour. C'est une histoire d'amour, de trahison, en fin de compte, de découverte de ma force au milieu d'une douleur inimaginable. Et si quelqu'un m'avait dit il y a 3 ans que je serais assise ici à raconter cette histoire, je ne l'aurais pas cru. Mais la vie a le don de nous surprendre, n'est-ce pas? Tout a commencé lorsque j'ai rencontré Jonathan Carter. J'avais 26 ans, je vivais à Seattle et je travaillais comme graphiste dans une petite entreprise. Ma vie était simple et stable. C'est alors que Jonathan est entré dans mon monde, un banquier de 30 ans doté d'un charme qui pouvait illuminer une pièce. Il était poli, s'exprimait bien et me donnait l'impression d'être la personne la plus importante de sa vie. Notre histoire d'amour a été un véritable tourbillon. Dîner dans des restaurants chics, promenade au bord de l'eau et heures passées à parler de nos rêves. Il semblait parfait, et lorsqu'il m'a demandé en mariage 6 mois plus tard, j'ai dit oui sans hésiter. Mes amis nous ont qualifiés de couple parfait, et j'y ai cru. Mais comme je l'ai appris, la perfection est souvent une illusion. Après notre mariage, nous avons emménagé dans une belle maison dans l'un des quartiers les plus calmes de Seattle. A eu début. C'était comme si un rêve devenait réalité. Je me suis lancée à corps perdu dans l'aménagement de notre maison. Je cuisinais les plats préférés de Jonathan et m'assurais que tout était parfait. Il travaillait de longues heures à la banque, et même s'il me manquait pendant la journée, je me suis convaincue que cela faisait partie de la construction de notre avenir commun. Il n'a pas fallu longtemps pour que des fissures commencent à apparaître. Patricia, la mère de Jonathan, a emménagé chez nous quelques mois après le mariage. Elle prétendait d'avoir besoin de nous aider, mais il est vite devenu évident qu'elle était là pour nous contrôler. Patricia avait une 50aine d'années, elle était institutrice à la retraite et se comportait avec un air d'autorité. Elle avait des opinions bien arrêtées sur tout, sur la façon dont la maison devait être gérée, sur la façon dont je devais m'habiller, et même sur ce que je devais cuisiner pour Jonathan. À eu début, j'ai essayé de m'entendre avec elle. Après tout, c'était la mère de mon mari. Je l'écoutais poliment quand elle me reprochait d'être trop moderne, ou quand elle insistait sur le fait que je ne gérais pas correctement la maison. Mais j'avais beau faire, cela ne suffisait jamais. Et pire encore, Jonathan a commencé à se ranger de son côté. Harper, maman essaie juste de m'aider, disait-il chaque fois que j'essayais de lui faire part de mes inquiétudes. Tu devrais l'écouter. Elle sait de quoi elle parle. Ça m'a fait mal, mais je me suis dit que ce n'était qu'une phase. Les choses allaient s'améliorer, n'est-ce pas, mais ce n'est pas le cas. Un soir, après une journée particulièrement épuisante, j'ai terminé toutes les tâches ménagères et je me suis installée sur le canapé pour regarder la télévision. C'était un petit réconfort, l'une des rares choses qui m'aidait à me détendre. Je me souviens avoir pensé à quel point mon père, décédé 1 an avant le mariage, me manquait. La télévision était le cadeau qu'il m'avait fait. Et la regarder me rappelait toujours de bons souvenirs. Jonathan est rentré tard ce soir-là. Il avait l'air fatigué, mais il m'a quand même accueilli avec un sourire. Pendant un instant, je me suis sentie soulagée. Peut-être que cette nuit serait paisible. Mais Patricia est apparue, lui murmurant quelque chose à l'oreille. Quoi qu'elle ait dit, son expression a changé instantanément. Il m'a fixé du regard, les yeux froids. « Lève-toi », dit-il d'un ton tranchant. « Va à la cuisine et prépare-moi un nouveau repas. » J'y clignai des yeux, surprise. « Le repas est déjà prêt, Jonathan. Je l'ai gardé au chaud pour toi. »« Je ne veux pas de ça, » s'emporta-t-il. « Je veux quelque chose de frais. » J'ai hésité. J'étais fatiguée et je ne comprenais pas pourquoi il était si déraisonnable. Jonathan,
j'ai été debout toute la journée. Tu ne peux pas. Avant que je puisse terminer, il a explosé. Comment oses-tu me répondre? Il a traversé la pièce à grands pas, avant que je puisse bouger, il a attrapé la télévision, celle de mon père, et l'a soulevée au-dessus de sa tête. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Il l'a jetée vers le bas et le coin de la télévision s'est écrasé sur le côté de ma tête. La douleur a éclaté et je me suis effondrée sur le sol, du sang coulant sur mon visage. J'étais trop choquée pour pleurer. Je l'ai regardé fixement, la vue brouillée. Mon cœur battait la chamade. Peut-être que cela t'apprendra à m'obéir, a-t-il grogné. Patricia se tenait à proximité, les bras croisés, un air suffisant sur le visage. Tu ne mérites pas de vivre ici si tu ne nous respectes pas, dit-elle, sa voix dégoulinant de dédain. Je l'ai supplié de m'aider, la voix tremblante. Jonathan, je t'en prie, je suis blessée. Mais ni l'un ni l'autre ne s'en souciait. Patricia a continué à me crier dessus et Jonathan m'a traîné jusqu'à la porte. Sortez, cracha-t-il en me poussant dans la nuit froide. Je suis restée là, en sang et tremblante, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. N'ayant nulle part où aller, j'ai appelé mon frère, Daniel. Dès qu'il a répondu, j'ai craqué. Harper, a-t-il dit, sa voix était pleine d'inquiétude. Qu'est-ce qu'il y a, Jonathan? J'ai besoin d'aide, Daniel. S'il te plaît, où es-tu? Demanda-t-il d'une voix ferme. Je viens te chercher tout de suite. Je lui ai donné ma position et j'ai attendu dans l'obscurité. Mon esprit était un tourbillon de peur et d'incrédulité. Qu'était devenue ma vie? Comment en étais-je arrivé là? Lorsque Daniel est arrivé, son visage était un mélange de colère et d'inquiétude. Il m'a aidé à monter dans sa voiture et m'a conduite directement à l'hôpital. On va arranger ça, a-t-il dit en serrant fermement le volant. Je te le promets, Harper. Et elle ne va pas s'en tirer comme ça. Tandis que le médecin soignait ma blessure, j'ai ressenti une étincelle de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. L'espoir. Pour la première fois, j'ai réalisé que je n'avais plus à endurer cela. Mais je savais aussi que ce n'était que le début. Jonathan et Patricia m'avaient trahi d'une manière que je ne pouvais ignorer. Et j'allais m'assurer qu'ils le paieraient. Assise à l'hôpital cette nuit-là, je ne pouvais m'empêcher de trembler. Et la douleur dans ma tête était vive, mais elle n'était rien comparée à la douleur dans ma poitrine. Pendant que l'infirmière nettoyait ma blessure et posait des points de suture, Daniel était assis à mes côtés, fumant en silence. Une fois que nous avons regagné son appartement, il m'a fait asseoir avec un verre d'eau et m'a dit, « Harper, dis-moi tout. Je dois savoir exactement ce qui s'est passé. » J'ai hésité. Par où commencer? Mais je savais que je devais lui dire. J'ai donc commencé par le début, en racontant toutes les interférences de Patricia et la froideur croissante de Jonathan. Je lui ai raconté comment j'essayais de leur faire plaisir, comment j'espérais que les choses s'améliorent. Et comment tout cela a dégénéré jusqu'à ce moment horrible où Jonathan m'a écrasé la télévision sur la tête. Daniel écoutait attentivement. Il avait les poings serrés, la mâchoire crispée. Lorsque j'ai terminé, il était furieux. C'est un monstre, dit Daniel, la voix basse mais pleine de rage. Et sa mère ne vaut pas mieux. Harper, tu ne peux pas retourner là-bas. Jamais. Je sais, murmurai-je, des larmes coulant sur mon visage. Mais qu'est-ce que je peux faire? Ils m'ont fait comprendre que ma place n'était pas là-bas. Je n'ai même pas mes affaires. Oublie tes affaires, dit Daniel avec fermeté. Ce qui compte, c'est ta sécurité. Nous nous occuperons du reste. Mais d'abord, nous allons nous assurer qu'ils paient pour ce qu'ils t'ont fait. J'ai acquiescé, ressentant un mélange de peur et de soulagement. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de ne pas être seule. Daniel était mon roc, et je savais qu'il ne me laisserait pas affronter cela toute seule. Les jours suivants, je suis restée avec Daniel, essayant de me remettre physiquement et émotionnellement. Il m'a aidé à déposer une demande de divorce. Bien que la procédure ait été décourageante,
elle a aussi été libératrice. En coupant les ponts avec Jonathan, j'ai eu l'impression de retrouver une partie de moi-même que j'avais perdue. Mais je savais que le divorce ne suffisait pas. La colère et l'humiliation brûlaient en moi et je voulais que justice soit faite. Jonathan et Patricia avaient détruit ma confiance et mon sentiment de sécurité. Je ne pouvais pas les laisser s'en tirer à si bon compte. Un soir, assise dans le salon de Daniel, j'ai dit, je veux faire plus que le quitter. Je veux l'exposer pour ce qu'il est vraiment. Daniel m'a regardé, les yeux plissés par la réflexion. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'il n'est pas l'homme qu'il prétend être, dis-je, la voix tremblante. Mais résolu. J'ai toujours eu le sentiment qu'il cachait quelque chose. La façon dont il est si secret à propos de son travail, les heures tardives, les appels téléphoniques inexpliqués. Ça ne colle pas. Daniel acquiesce lentement. Vous avez peut-être raison. S'il cache quelque chose, nous le trouverons. Creusons un peu plus. C'est alors que nous avons décidé d'engager un détective privé. Daniel a trouvé un homme nommé Jacques Lewis, un enquêteur chevronné qui a la réputation d'obtenir des résultats. Lorsque nous avons rencontré Jacques, je lui ai expliqué mes soupçons concernant les activités de Jonathan à la banque. Jacques m'a écouté attentivement, a pris des notes détaillées et m'a promis de commencer à enquêter immédiatement. L'attente était angoissante. Chaque jour, je me demandais ce que Jacques allait découvrir. Une partie de moi craignait d'en faire trop, de courir après des fantômes. Mais une autre partie de moi, celle qui avait vécu avec les mensonges et les manipulations de Jonathan, savait qu'il y avait quelque chose de sombre sous la surface. Environ 2 semaines plus tard, Jacques a appelé. J'ai trouvé quelque chose, a-t-il dit. Pouvons-nous nous rencontrer en personne? Mon cœur battait la chamade tandis que Daniel et moi nous rendions au bureau de Jacques. Lorsque nous nous sommes assis, Jacques a exposé les preuves qu'il avait recueillies. La vérité était pire que ce que j'avais pu imaginer. Jonathan n'était pas seulement un mari autoritaire. C'était un criminel. Il avait détourné de l'argent de la banque, l'avait blanchi sur de faux comptes et l'avait acheminé vers des holdings offshore. Jacques nous a montré des documents, des relevés de comptes et même des photos de surveillance. C'était indéniable. J'ai regardé fixement les preuves, l'esprit en ébullition. Je savais qu'il cachait quelque chose, ai-je dit doucement. Mais ça, c'est énorme, a déclaré Daniel. La voix pleine de détermination. Nous allons porter l'affaire devant les autorités. Jacques acquiesce. Jacques acquiesce. Mais soyez prudents. Les gens comme Jonathan ne réagissent pas bien lorsqu'ils sont acculés. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Mais je savais que Jacques avait raison. Jonathan était dangereux, et il ne s'agissait plus seulement de moi. Ses actes avaient fait du mal à d'autres personnes, et je ne pouvais pas le laisser continuer. Le lendemain, Daniel et moi sommes allés à la police avec les preuves de Jacques. L'inspecteur Rebecca, chargé de l'affaire, nous a écoutés attentivement pendant que nous exposions tout. C'est du solide, dit-elle en feuilletant les dossiers. Nous allons ouvrir une enquête immédiatement. En quittant le commissariat, j'ai ressenti un mélange d'émotions, de peur, de soulagement et un étrange sentiment de puissance. Pendant si longtemps, je m'étais sentie impuissante, piégée dans un cauchemar dont je ne pouvais m'échapper. Mais maintenant, je me battais. Pour la première fois depuis longtemps, je pensais pouvoir gagner. J'étais loin de me douter que la bataille ne faisait que commencer. Les jours qui ont suivi la rencontre avec l'inspecteur ont été marqués par un flot d'énergie nerveuse. La police avait repris l'enquête et je me retrouvais à attendre anxieusement des nouvelles. Je me repassais sans cesse les paroles de Jacques dans ma tête. Jonathan était dangereux. J'avais toujours su qu'il avait du tempérament, mais maintenant je le voyais sous un jour complètement différent. Il ne s'agissait pas seulement de sa cruauté envers moi. Il s'agissait d'un homme qui enfreignait les lois, trahissait la confiance et menait une double vie. J'ai essayé de rester occupé, me jetant dans tout ce qui pouvait me distraire. Daniel était ma source de force constante. Il prenait toujours de mes nouvelles et me rappelait que je n'étais pas seul dans cette situation. Mais même ses paroles rassurantes ne parvenaient pas à apaiser mes craintes. Je savais qu'une fois que Jonathan aurait découvert ce qui se passait,
il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Environ une semaine plus tard, l'inspecteur m'a convoqué pour une réunion. Lorsque Daniel et moi sommes arrivés au commissariat, elle avait un dossier sur son bureau, l'air sérieux mais déterminé. Nous avons fait des progrès significatifs, a-t-elle commencé en nous faisant signe de nous asseoir. Grâce aux preuves fournies par votre enquêteur, nous avons pu confirmer que Jonathan est impliqué dans une opération de blanchiment d'argent à grande échelle. Il détourne des fonds de la banque depuis plus de 2 ans et utilise des sociétés écrans pour brouiller les pistes. L'étendue de ces crimes est énorme, et l'entendre ainsi m'a laissé sans voix. Je me doutais qu'il cachait quelque chose, mais l'ampleur de sa trahison est stupéfiante. Que se passe-t-il maintenant? J'ai demandé, la voix tremblante. Nous avons monté un dossier solide contre lui, a déclaré l'inspecteur Hay. Nous avons déjà commencé à surveiller ses mouvements et nous nous préparons à procéder à une arrestation. Mais il faut que vous fassiez attention. Lorsqu'il se rendra compte que le filet se resserre, il pourrait essayer de vous contacter. Ou pire, acquiesçai-je en m'agrippant au bord de ma chaise. Je ne le laisserai pas m'atteindre. Ai-je dit, même si, au fond de moi, j'étais terrifié. Lorsque nous avons quitté la gare, Daniel s'est tourné vers moi. Tu gères ça incroyablement bien, Harper. Je sais que ce n'est pas facile. Je l'admets. Mais je dois aller jusqu'au bout. Après tout ce qu'il a fait, je ne peux pas le laisser partir. Ce soir-là. Je me suis assise seule dans le salon de Daniel et j'ai regardé par la fenêtre. Je repense au début de ma relation avec Jonathan. Comment l'homme qui m'a tenu la main et m'a promis une vie de bonheur pouvait-il être celui qui m'a écrasé une télévision sur la tête et détourné des millions? La trahison a été plus profonde que je n'aurais pu l'imaginer, mais elle a aussi renforcé ma détermination. Et elle m'en avait assez pris. Il était temps qu'il en subisse les conséquences. Les jours suivants ont été tendus. Je n'arrêtais pas d'imaginer ce qui se passerait lorsque Jonathan serait arrêté. Se déchaînerait-il? Nierait-il tout en bloc? Une partie de moi redoutait la confrontation. Mais une autre partie, que je reconnaissais à peine, voulait le voir tomber. Finalement, l'appel est arrivé. L'inspecteur nous informa que Jonathan avait été placé en garde à vue plus tôt dans la matinée. Il n'a pas résisté, a-t-elle dit, d'un ton calme mais ferme. Mais il clame son innocence. Il dit qu'il s'agit d'un malentendu. Bien sûr que oui, ai-je dit avec amertume. C'est ce qu'il a toujours fait. Prétendre être la victime. Malgré son déni, j'ai senti un poids s'envoler de mes épaules. Savoir qu'il était derrière les barreaux, même temporairement, me donnait un sentiment de sécurité que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Mais je savais que c'était loin d'être fini. L'étape suivante était le procès. Je devrais tout revivre pour m'assurer qu'il soit traduit en justice. Alors que je me préparais pour le procès, des souvenirs de Jonathan me hantaient. Je me souvenais de la façon dont il me regardait avec dédain lorsque je ne répondais pas à ses attentes impossibles. Je me souviens des nuits où je pleurais pour m'endormir. Je me demandais pourquoi je n'étais pas assez bien pour lui. Et je me suis souvenu du moment où il m'a jeté dehors, ensanglanté et brisé, comme si je n'étais rien. Mais ces souvenirs ne m'ont pas brisé. Au contraire, ils m'ont rendu plus forte. J'ai transformé ma douleur en détermination, sachant que je devais me battre non seulement pour moi, mais aussi pour tous ceux qui s'étaient déjà sentis impuissants. Le jour du procès est arrivé rapidement. La salle d'audience était intimidante, avec ses hauts plafonds et ses rangées de bancs en bois. Je me suis assise aux côtés de Daniel, lui serrant la main pour le soutenir pendant que Jonathan entrait en scène. Il avait l'air calme, presque suffisant, comme s'il pensait pouvoir s'en sortir par la parole. Mais au fur et à mesure que l'accusation présentait les preuves, les documents, les photos de surveillance, le témoignage de l'enquêteur, j'ai vu sa confiance vaciller. Lorsque mon tour est venu de témoigner, j'ai marché vers la barre, les jambes tremblantes, mais le cœur solide. J'ai tout raconté, les abus, les mensonges, la nuit où il m'a frappé avec la télévision. Ma voix vacillait parfois,
mais je ne me suis pas arrêté. Je refusais qu'il me réduise à nouveau au silence. Et la défense de Jonathan a tenté de me dépeindre comme une ex-femme amère cherchant à se venger, mais les preuves contre lui étaient accablantes. À la fin du procès, il était clair pour tout le monde dans la salle d'audience qu'il était coupable. Le verdict du juge n'a pas tardé à tomber. Jonathan a été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation pour détournement de fonds, blanchiment d'argent et fraude. Il a été condamné à 12 ans de prison fédérale. Au moment du coup de marteau, j'ai ressenti un immense soulagement. Et elle ne pouvait plus me faire de mal. Lorsque le juge a annoncé la sentence de Jonathan, 12 ans de prison fédérale, une vague d'émotions m'a submergé. Le soulagement, l'incrédulité et même la tristesse se sont mêlés, mais un sentiment s'est détaché du reste. La liberté. Pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression de pouvoir enfin respirer. Il ne pouvait plus me faire de mal. Il ne pouvait plus me manipuler, me contrôler ou me briser. La justice avait été rendue. Après le procès, Daniel et moi sommes sortis du palais de justice. Le soleil brillait, mais je me sentais encore lourde. C'était comme si le poids de tout ce que j'avais vécu commençait à se faire sentir. Daniel a posé une main sur mon épaule. Tu as réussi, Harper, dit-il, la voix pleine de fierté. Tu lui as tenu tête. J'ai acquiescé, la gorge serrée. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Tu as cru en moi quand je ne croyais pas en moi. Les semaines suivantes ont été floues, alors que j'essayais de recoller les morceaux de ma vie. Aller de l'avant n'a pas été aussi facile que je l'avais espéré. Je portais encore les cicatrices, physiques et émotionnelles, de tout ce que Jonathan avait fait. Parfois, je me réveillais au milieu de la nuit, revivant les moments de sa colère, de sa violence. Mais chaque jour, je me rappelais que j'étais plus forte que ses souvenirs. J'avais survécu et je n'allais pas le laisser me définir. L'une des premières mesures que j'ai prises pour guérir a été de retrouver mon indépendance. J'ai emménagé dans un petit appartement dans le centre de Seattle, non loin de mon bureau. Ce n'était pas grand-chose, une chambre à coucher avec une cuisine minuscule et des planchers qui grincent, mais c'était le mien. Chaque meuble que j'ai choisi, chaque tableau que j'ai accroché au mur, était comme une déclaration de ma nouvelle vie. Pour la première fois, j'avais un espace qui m'appartenait vraiment, sans l'ombre de Jonathan. Le travail est devenu un autre refuge. Je me suis investie dans mes créations, trouvant du réconfort dans le processus créatif. Mon patron, qui m'avait toujours soutenu, m'a donné l'occasion d'entreprendre des projets plus importants, et j'ai lentement commencé à reprendre confiance en moi. Cela n'a pas été facile. J'avais encore des moments de doute, je me demandais si j'étais vraiment capable, mais à chaque succès, je me prouvais que je l'étais. Daniel est resté mon roc pendant tout ce temps. Il prenait constamment de mes nouvelles, qu'il s'agisse d'apporter des courses ou de s'asseoir avec moi sur le canapé, de regarder des films et de parler de tout sauf du passé. Et elle m'a rappelé que je n'étais pas seule, et cela a fait toute la différence. Un jour, alors que je rangeais de vieux papiers, je suis tombée sur une photo de mon mariage. Sur la photo, Jonathan me souriait, son bras entourant ma taille. J'ai regardé la photo pendant un long moment, essayant de réconcilier l'homme sur la photo avec l'homme qui m'avait blessé si profondément. Finalement, j'ai déchiré la photo en deux et je l'ai jetée. C'était symbolique, comme si je me débarrassais enfin de la version de lui que j'avais aimée. Mais ma guérison n'a pas seulement consisté à oublier, elle a aussi consisté à apprendre. J'ai pris le temps de réfléchir à tout ce que j'avais enduré et j'ai réalisé à quel point cela m'avait rendue plus forte. J'avais trouvé en moi une résilience dont je ne soupçonnais pas l'existence. J'avais fait face à la trahison, à l'humiliation et à la douleur, et j'en étais sortie indemne. Je n'étais plus la même personne que lorsque j'ai épousé Jonathan, mais cela me convenait. Et la nouvelle version de moi était plus courageuse, plus sage et déterminée à ne plus jamais laisser personne me priver de mon pouvoir. Quant à Jonathan, sa condamnation a fait l'effet d'une onde de choc au sein de la communauté. Ses crimes ont fait la une des journaux et la banque pour laquelle il travaillait a présenté des excuses publiques pour n'avoir pas détecté plus tôt ses activités frauduleuses. J'ai appris par la rumeur que Patricia, sa mère, avait déménagé, probablement par embarras.
Une partie de moi voulait la confronter pour exiger des excuses pour la façon dont elle m'avait traité. Mais j'ai réalisé que cela n'en valait pas la peine. Elle n'en valait pas la peine. Il valait mieux consacrer mon énergie à moi-même et à mon avenir. Un soir, Daniel et moi sommes sortis dîner pour fêter l'événement. Ce n'était pas une grande occasion, juste nous deux dans un petit restaurant italien, mais c'était important. Alors que nous buvions nos verres ensemble, il a dit, « À ta liberté, à ma liberté », ai-je répondu, souriant pour ce qui me semblait être la première fois depuis des lustres. C'était un sourire authentique, qui venait d'un lieu de paix. Aujourd'hui, alors que je suis assise ici pour raconter cette histoire, je réalise le chemin parcouru. Ce qui m'est arrivé est horrible, mais cela ne m'a pas brisé. J'ai appris que je méritais mieux, que j'avais une voix et le droit de me défendre. Et surtout, cela m'a appris que, même si les choses semblent sombres, il y a toujours un moyen de s'en sortir. Jonathan pensait peut-être pouvoir me contrôler pour toujours, mais il m'a sous-estimé. Il a sous-estimé la force que j'avais enfouie au plus profond de moi. Aujourd'hui, alors que je regarde vers l'avenir, je suis sûre d'une chose. Je suis libre, libre de vivre, de rêver et de construire ma vie comme je l'entends. Et c'est là, pour moi, la plus belle des revanches.